L'air de Paris, en cette fin du XVIIIe siècle, porte en lui une densité que les habitants de la capitale connaissent bien. La ville compte près de 600 000 âmes, rassemblées dans un espace restreint, délimité par les anciennes enceintes et traversé par la Seine. Les rues, étroites pour la plupart, sont bordées d'immeubles hauts de 5 ou 6 étages, dont les façades de pierre ou de plâtre laissent à peine passer la lumière du jour jusqu'au pavé. Dans ce labyrinthe urbain, la question de la propreté et de l'hygiène occupe une place constante dans la vie de chacun, du plus modeste portefaix au bourgeois installé dans son hôtel particulier. Le matin, avant même que le soleil ne dépasse les toits, les premiers bruits de la ville commencent. Les servantes ouvrent les fenêtres et vident les pots de chambre par les ouvertures, donnant sur la rue ou dans la cour intérieure de l'immeuble. Un cri d'avertissement précède parfois le geste, une habitude ancrée dans les usages parisiens depuis des siècles. Le contenu de ces récipients rejoint les immondices déjà présentes sur la chaussée, dans les quartiers populaires, autour des halles, du faubourg Saint-Marcel ou du faubourg Saint-Antoine. Cette pratique est quotidienne et concerne la grande majorité des habitants. Les immeubles ne disposent pas de lieux d'aisance individuels. Quelques maisons possèdent des latrines communes, souvent situées dans la cour, au-dessus d'une fosse qui se remplit lentement et qu'il faut faire vider à intervalles réguliers. Ces fosses d'aisance constituent un élément essentiel de la gestion des déchets humains dans la capitale. Elles sont creusées sous les cours ou les caves des immeubles, maçonnées tant bien que mal, et recouvertes de dalles ou de planches. Leur contenu, désigné sous le nom de matière de vidange, doit être extrait par des ouvriers spécialisés que l'on appelle les vidangeurs. Ces hommes travaillent exclusivement la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, conformément aux ordonnances de police. Ils arrivent avec leurs tonneaux montés sur des charrettes tirées par des chevaux, descendent dans les fosses à l'aide d'échelles et remontent les matières à la force des bras, seau après seau. Le travail est pénible et dangereux. Les émanations qui se dégagent des fosses peuvent provoquer des malaises, des évanouissements, parfois la mort par asphyxie. Les vidangeurs portent des linges sur le visage, mais la protection reste sommaire. Le contenu des fosses est ensuite transporté hors de la ville, vers des voiries situées à la périphérie, notamment du côté de Montfaucon, au nord-est de Paris. Ce site reçoit depuis des décennies une partie considérable des déchets de la capitale. Les matières y sont déversées dans de grands bassins à ciel ouvert, où elles sèchent lentement, avant d'être parfois revendues comme engrais aux cultivateurs des environs. L'odeur qui règne aux abords de Montfaucon est perceptible à grande distance, et les habitants des faubourgs voisins s'en plaignent régulièrement auprès des autorités. Dans les logements eux-mêmes, l'absence de ce que l'on appellerait aujourd'hui le papier hygiénique impose des solutions variées selon les moyens de chacun. Les gens du peuple utilisent ce qu'ils trouvent à portée de main. Des morceaux de tissu usagés, des chiffons, de la paille, des feuilles, parfois de vieux papiers sans valeur servent à cet usage. Dans les familles plus aisées, on emploie des linges que l'on lave et que l'on réutilise. Certains bourgeois disposent de petits carrés de toile rangés près du lieu d'aisance. Les plus fortunés, dans les hôtels particuliers du Marais ou du Faubourg Saint-Germain, possèdent des cabinets équipés de chaises percées garnies de coussins, avec à proximité un nécessaire comprenant une cuvette, un broc d'eau et des linges propres. La chaise percée, meuble courant dans les intérieurs aisés, est parfois un objet soigné, en bois verni, dissimulant sous son assise un récipient de faïence ou de métal que les domestiques vident et nettoient plusieurs fois par jour. La toilette du matin, pour un Parisien ordinaire, ne ressemble en rien à ce que les siècles suivants considéreront comme normal. L'eau courante n'existe pas dans les logements. L'eau est acheminée par des porteurs d'eau qui parcourent les rues avec leurs seaux suspendus à un joug posé sur les épaules. Ils montent les étages, livrent l'eau aux ménages qui en font la demande et sont payés à la voie, unité de mesure correspondant à environ 8 litres. Cette eau provient de la Seine, des fontaines publiques alimentées par des aqueducs ou de puits. Sa qualité est variable et souvent médiocre. Les Parisiens l'utilisent avec parcimonie. La toilette quotidienne se limite généralement à un débarbouillage du visage et des mains à l'aide d'un linge humide. Le bain complet est un événement rare, même chez les gens aisés. Il existe quelques établissements de bains publics le long de la Seine, des sortes de barges aménagées où l'on peut se baigner moyennant paiement,
mais leur fréquentation reste limitée à certaines catégories de la population. Le linge de corps joue un rôle central dans la conception de la propreté à cette époque. Changer de chemise est considéré comme l'acte essentiel de l'hygiène personnelle. La chemise, portée à même la peau sous les vêtements, absorbe la transpiration et les impuretés du corps. En changer régulièrement, tous les jours pour les plus aisés, tous les 2 ou 3 jours pour les autres, constitue le geste de propreté fondamental. Les blanchisseuses qui lavent ce linge occupent une place importante dans l'économie domestique de la ville. On les voit le long de la Seine, agenouillées sur des bateaux lavoirs, frottant le linge sur des planches, le rinçant dans l'eau du fleuve, le tordant avant de l'étendre. Le savon utilisé est un savon dur, fabriqué à base de suif ou d'huile, que l'on frotte vigoureusement sur les tissus. Le blanchissage est un travail physique, accompli par des femmes qui y consacrent de longues heures chaque jour. Dans les rues, la propreté est une préoccupation constante des autorités municipales. Mais les résultats restent modestes. Les ordonnances de police rappellent régulièrement aux habitants l'obligation de balayer devant leurs portes et de ne pas jeter d'immondices par les fenêtres. Ces injonctions sont peu respectées. Le pavé parisien est recouvert d'un mélange de boue, de déjections animales, de déchets de cuisine, d'eau usée et de résidus de toutes sortes. Les chevaux, les ânes, les mulets qui circulent dans la ville laissent derrière eux un volume considérable de crottin. Les boucheries et les poissonneries déversent leurs déchets dans le ruisseau central de la rue, ce caniveau à ciel ouvert qui court au milieu de la chaussée et qui est censé évacuer les eaux sales vers la rivière. Ce ruisseau est souvent obstrué, stagnant et dégage des odeurs persistantes. Les marchés constituent des lieux où la question des déchets se pose avec une acuité particulière. Aux Halles, le grand marché central de Paris, les étals de viande, de poissons, de légumes et de fromages génèrent chaque jour des quantités importantes de détritus. Les restes de poissons, les abats, les légumes pourris, les eaux de lavage s'accumulent sur le sol et dans les rigoles environnantes. Des balayeurs et des tombereaux sont employés pour nettoyer les lieux. Mais leur passage ne suffit pas toujours à maintenir un état de propreté acceptable. Les mouches, les rats et les chiens errants trouvent dans ces accumulations de quoi se nourrir abondamment. Les abattoirs, dispersés dans plusieurs quartiers de la ville, ajoutent leur contribution à l'insalubrité ambiante. Le sang des animaux abattus coule dans les caniveaux. Les peaux sont mises à sécher sur des cadres dans les cours adjacentes. Les tripiers nettoient les entrailles dans des baquets d'eau qui sera ensuite jetée dans la rue. Les tanneurs, installés le long de la Bièvre, petite rivière affluente de la Seine, utilisent des substances nauséabondes pour traiter les cuirs, notamment de l'urine et des excréments de chiens collectés dans les rues. La Bièvre, en traversant le faubourg Saint-Marcel, charrie une eau devenue épaisse et sombre, chargée de résidus industriels et organiques. L'après-midi, la ville continue de produire ses déchets au rythme de ses activités. Les artisans rejettent les résidus de leur travail. Les teinturiers déversent leurs bains usagés. Les chandeliers font fondre le suif, dégageant une fumée grasse et odorante. Les cuisines des traiteurs et des auberges envoient dans la rue leurs eaux grasses et leurs épluchures. Chaque métier, chaque activité contribue à l'accumulation de matières qui, faute d'un système d'évacuation efficace, restent sur place ou sont poussées vers le caniveau le plus proche. Les autorités tentent pourtant d'organiser le ramassage des ordures. Des tombereaux circulent dans certains quartiers, conduits par des charretiers employés par la ville. Ils passent à heure fixe et les habitants sont censés déposer leurs déchets dans la rue à leur passage. Mais la couverture est inégale. Les quartiers centraux et les rues principales sont mieux desservis que les faubourgs et les ruelles secondaires. Les boues de Paris, comme on les appelle, sont transportés vers des décharges situées en périphérie ou vendues aux maraîchers qui les utilisent pour amender leurs terres. Ce commerce de la boue constitue une activité à part entière, avec ses entrepreneurs, ses ouvriers et ses circuits de distribution. Le soir, lorsque la lumière décline, les rues de Paris prennent un autre aspect. Les lanternes à huile, suspendues à des cordes tendues en travers des rues, diffusent une lumière faible et vacillante. Le sol, rendu glissant par les matières accumulées dans la journée, oblige les piétons à marcher avec précaution. Les Parisiens aisés qui se déplacent le soir portent des chaussures montantes ou des sabots pour protéger leurs pieds. Certains empruntent des chaises à porteurs pour éviter tout contact avec la chaussée. Les plus modestes marchent dans la boue, leurs vêtements éclaboussés jusqu'aux genoux.
Dans les logements, la fin de la journée est consacrée aux dernières tâches domestiques. Les femmes préparent le souper avec ce qu'elles ont acheté au marché le matin. Les épluchures et les restes sont mis de côté dans un seau qui sera vidé le lendemain dans la rue ou dans la cour. Le pot de chambre est placé près du lit ou sous celui-ci, prêt pour la nuit. Les draps, quand la famille en possède, sont changés à intervalles espacés, parfois une fois par mois seulement. Le matelas, bourré de paille ou de laine selon les moyens, abrite une faune discrète de puces et de punaises qui troublent le sommeil des dormeurs. Les habitants s'en accommodent, utilisant parfois des herbes odorantes glissées dans la literie pour tenter d'éloigner ces parasites. La nuit venue, Paris ne cesse pas entièrement de sentir et de produire des déchets. Les vidangeurs commencent leur travail dans les cours obscures. Les chats chassent les rats dans les ruelles. Les veilleurs font leur ronde, enjambant les obstacles que la journée a laissés sur le pavé. Dans les quartiers populaires, les logements surpeuplés retiennent la chaleur et les odeurs des corps entassés. L'air circule mal dans ces espaces confinés. Les fenêtres, quand elles existent, sont petites et souvent maintenues fermées pour conserver la chaleur en hiver. Cette cohabitation constante avec les déchets et les odeurs fait partie intégrante de la vie parisienne de cette époque. Les habitants ne la perçoivent pas nécessairement comme un état anormal. C'est leur quotidien. Les médecins et les hygiénistes commencent certes à établir des liens entre l'insalubrité et les maladies, et certains mémoires adressés à l'Académie royale des sciences proposent des améliorations, des projets d'égouts couverts, de déplacement des activités polluantes hors de la ville, de réforme du système de vidange circulent dans les cercles éclairés. Mais leur mise en œuvre reste lente et partielle. Paris, en 1780, vit encore largement selon des pratiques héritées des siècles précédents. Les saisons modifient l'intensité du problème sans en changer la nature. En été, la chaleur accélère la décomposition des matières organiques et amplifie les odeurs. Les mouches prolifèrent. Les épidémies de dysenterie et de fièvres diverses trouvent dans cette saison un terrain favorable. En hiver, le froid ralentit la putréfaction mais transforme les rues en patinoires de boue gelée. Le printemps et l'automne, avec leurs pluies fréquentes, lavent partiellement les chaussées mais créent des flaques stagnantes dans les parties basses de la ville. Paris, en cette année 1780, est une ville qui fonctionne avec les moyens de son temps. Ses habitants vivent dans une proximité constante avec ce que leur propre existence produit de résidus. La propreté est une préoccupation réelle, mais elle s'exprime selon des codes et des possibilités qui diffèrent profondément de ceux des époques ultérieures. Chaque geste de la vie quotidienne, se nourrir, se vêtir, travailler, dormir, se laver, répond à des contraintes matérielles précises. Les Parisiens de cette fin de siècle ne vivent pas dans l'ignorance de la saleté qui les entoure. Ils composent avec elle, l'organisent à leur manière et poursuivent leur journée dans une ville qui, malgré tout, reste le cœur vivant du royaume, avec ses métiers, ses commerces, ses conversations et ses routines, portées par des centaines de milliers de vies ordinaires qui se déroulent au fil des jours, entre les murs de pierre et le pavé souillé de la capitale.